Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors comme je vous le disais dans mon vlog en vrac, j'ai acheté le Endless Oracle de Eric Maille sur le site du Salon des Arcanes cet été. Et il est donc livré avec l'oracle et avec un livret qui est en anglais. Et donc j'ai fait un peu quelques traductions pour ce que je voulais vous présenter. J'avais hésité à l'acheter parce que je trouvais que les cartes ne me parlaient pas forcément. Et finalement, comme j'ai acheté le Endless Tarot, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je pense que c'est le but d'ailleurs. Et la présentation de Eric Maille est toujours très intéressante. Parce que sur son site, il vous permet de télécharger les livrets de ses jeux. Et j'avais d'ailleurs fait une présentation du Ink Witch Tarot, une présentation détaillée avec la présentation de l'auteur, parce que ce qui est également intéressant pour cet auteur, c'est qu'il vous présente à chaque fois donc le nom de la carte avec des mots-clés, avec des explications sur la carte, mais aussi des notes créatives dans lesquelles il vous détaille les images de la carte et la raison pour laquelle il a présenté cette image. Il vous explique aussi dans le livret le tirage usuel à une carte, et ensuite il vous présente des tirages un peu plus élargis. Alors qu'est-ce qu'on appelle par tirage un peu plus élargi? Il est parti du principe qu'il avait envie, alors il a découvert sur internet, sur Instagram, l'existence des Myrioramas, qui sont des jeux de cartes illustrés qui peuvent être disposés dans n'importe quel ordre pour créer des images panoramiques. Donc ce qu'il nous explique, c'est que je vais vous présenter, je vais vous sortir le jeu. Alors ce qu'il nous explique, c'est que les Myrioramas, eh bien c'est le fait de pouvoir prendre n'importe quelle carte, de la mettre à côté de l'autre carte et que ça puisse faire un panorama. Et donc de s'inspirer de ce panorama pour créer une histoire. Et donc dans son livret, il vous explique comment lire les cartes quand elles sont en format panorama. Il vous explique également que vous avez la possibilité de le lire carte par carte, plusieurs cartes ou sous forme de panorama en les reliant entre elles, parce que vous verrez qu'à chaque fin de carte, donc il y a des végétaux à droite et à gauche pour pouvoir les raccorder aux végétaux de l'autre carte. Voilà. Donc ça c'était pour le principe. Il vous présente également différents tirages. Je vous ferai un tirage comme d'habitude à la fin de la présentation. Et on va commencer tout de suite par la première carte. Voilà. Alors, la première carte, c'est la carte de l'Arche. C'est une carte de nouvelles opportunités. Et donc, l'auteur n'a pas voulu numéroter les cartes du jeu parce qu'il ne voulait pas qu'elles semblent appartenir à un ordre particulier. L'intérêt du Myriorama, c'est que les cartes peuvent être disposées dans n'importe quel ordre, donc il devait les organiser d'une manière ou d'une autre dans un guide, donc il a décidé de les présenter par ordre alphabétique. Et il a voulu à chaque fois que la première carte de l'oracle ait une énergie semblable à celle de la carte du fou, parce que ça débute l'oracle. Et donc les arches sont un excellent symbole pour le début de quelque chose. C'est une porte ouverte, une porte réputée pour sa force, parce qu'il y a des arches sur de nombreuses cartes de l'oracle sans fin, comme celle du guérisseur ou celle de ceux qui sont venus avant. En fait, c'est un peu un défi de ne pas en mettre une sur presque toutes les cartes, parce que les nouveaux départs peuvent survenir n'importe où et n'importe quand. Ensuite, on a la carte du barde, qui est la carte des performances et de l'expression. Là, Eric Maille a voulu créer certaines cartes avec l'idée d'utiliser des significations en tête, et le barde était l'une d'entre elles.
Les autres sont le guérisseur, le chevalier, le diplomate et le mystique. À l'origine, le barde s'appelait l'artiste, mais il voulait baser ses significateurs potentiels sur une équipe de jeux de rôle fantastique. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a pour certains tirages, vous avez des significateurs. Donc quand vous voulez tirer les cartes sur un problème de communication ou d'expression, eh bien vous prenez comme significateur la carte du barde. Les autres significateurs, je vous les présenterai. Alors les autres significateurs que je vérifie, donc il y a le barde qui est le rêveur créatif et romantique, il y a le diplomate, le chevalier, le guérisseur et le mystique. Donc, en ce qui concerne le barde, donc il a voulu le représenter comme un significateur. Il joue principalement à de nombreux jeux vidéo de rôle et au moment d'écrire son livret, il n'avait jamais joué à Donjons et Dragons, mais il sait que les bardes sont une classe populaire dans Donjons et Dragons. Le barde s'intègre également bien dans les contes de fées qu'il a voulu représenter dans ce deck parce que il n'est pas seulement artiste ou musicien, c'est aussi un conteur. Ensuite, les oiseaux, donc la signification assez classique de la communication. Il indique que dans la carte du Lenormand traditionnel, il y a également une carte des oiseaux, qu'il a été inspiré par celle-là lorsqu'il a créé cette carte, et que beaucoup de cartes de l'oracle sans fin empruntent des thèmes au Lenormand et au tarot. Dans le Lenormand, les tarots sont souvent associés à un sentiment de tension. Il imagine une cacophonie assourdissante d'oiseaux quand il pense à cette carte, noyant la raison et le bon sens. Mais pour la version de l'oracle sans fin, il était d'accord avec l'idée d'un bavardage bruyant qui se fait entendre, mais il voulait l'atténuer. La communication peut prendre de nombreuses formes et être interprétée de tant de manières. Alors, d'immenses volées d'oiseaux peuvent créer des sons qui couvrent tout, mais ils chantent et s'interpellent aussi pour un million d'autres raisons différentes. Et pour lui, cette carte est surtout devenue une illustration du fait que le bruit existe toujours et que vous pouvez toujours choisir de l'écouter ou pas. La carte du pont, qui est la carte de la connexion ou du lien. Lorsqu'il a commencé à conceptualiser sa liste originale de cartes, il avait en quelque sorte divisé le jeu en 3 catégories, des personnages, des événements et des décors. Le pont était l'un des premiers décors qu'il a estimé devoir figurer dans le jeu. Il ne connaît que peu d'endroits aussi symboliques qu'un pont. Les ponts peuvent relier des personnes, des lieux, des événements et à peu près tout le reste. Nous avons même plusieurs expressions idiomatiques sur les ponts, comme traverser ce pont quand on arrive et l'idée de ne pas brûler tous les ponts. Alors ça doit être anglo-saxon parce que moi je connais pas ces expressions. Donc les ponts sont des lieux courants dans les légendes et le folklore. Et il a voulu faire référence à de vieilles légendes sur des trolls qui se cachent sous les ponts pendant la journée et ne sortent que la nuit pour illustrer cette carte. Et il a trouvé ça amusant de réfléchir au type de troll qui pourrait se cacher quelque part dans les environs. Alors je pense qu'on doit en trouver quelques-uns, mais je ne les ai pas encore trouvés. Il faudrait que je mette mes lunettes et que je les regarde d'un peu plus près. Le papillon, donc là c'est un signe de transformation et de métamorphose. C'est un peu comme la carte de la mort, ou peut-être du pendu selon lui. Il s'agit d'une transformation et du passage d'une phase de la vie à la suivante. Il voulait avoir quelques cartes qui donnent l'impression d'être très proches du spectateur pour attirer notre regard au premier plan de la scène. Le papillon est très petit, mais pourrait apparaître comme l'un des plus grands objets dans les panoramas où il apparaît. Le papillon, bien qu'étant une si petite créature, est en fait l'une des plus grandes figures de tout le jeu. Il aime l'idée des transformations et pense que des changements peuvent sembler si insignifiants lorsqu'ils se produisent réellement, même lorsqu'ils s'avèrent être certains des moments les plus importants de notre vie. Donc c'est une carte de pure transformation. Le chat, donc là c'est l'intuition et la curiosité. Si vous connaissez les autres œuvres d'Éric Maille, vous savez qu'il a un faible pour les chats parce qu'il les représente un peu partout. Il aime les chats comme des créatures magiques qui en savent un peu plus sur ce qui se passe autour de nous
que ce que nous pouvons percevoir par nous-mêmes. Il adore quand ils apparaissent dans les histoires fantastiques, et il était donc important pour lui d'en avoir au moins un dans l'Oracle sans fin. Mais finalement, il en a fait pas mal, mais celui-ci, c'est juste la carte du chat. Ensuite, la grotte. Donc là, c'est les profondeurs. Une grotte semblait être un cadre évident dans un jeu comme celui-ci qui comprend des montagnes, des forêts et d'autres éléments naturels. Les associations qu'il attribuerait à une grotte, comme l'introspection et le fonctionnement intérieur, semblaient déjà couvertes par des cartes comme le chat ou le bassin du miroir. Mais il pense qu'il y a quelque chose d'unique dans la grotte en ce sens, qu'elle nous pousse à considérer la profondeur de ces choses qui se produisent sous tout ce qui est visible. Il voulait que la grotte ait l'air de s'enfoncer dans la terre plutôt que de reculer dans une montagne ou une colline. Il a imaginé ce que cela pourrait être de jeter une corde dans l'entrée d'une grotte et de descendre en rappel dans le monde qui existe sous tout ce que nous voyons dans l'oracle sans fin. Il lui semblait à la fois effrayant et excitant d'arriver à cette carte lors d'une lecture, sachant seulement qu'elle indiquait qu'il y avait quelque chose de plus profond que ce que nous voyons avec nos yeux. Les armées affrontées. Donc là, c'est un signe de conflit et de destruction parce qu'il n'y a pas que des cartes positives dans cet oracle. Donc là, c'est l'une des premières cartes qu'il a imaginées, mais c'est l'une des dernières cartes qu'il a pu créer parce que il voulait d'abord créer une carte de symbole et de chaos et de destruction, mais il a ensuite évolué vers une carte davantage axée sur le conflit. Il voulait que l'imagerie suggère fortement que le monde est ruiné et bouleversé par le conflit en question. C'est un défi de taille de faire tenir une grande bataille dans une petite carte et de faire en sorte qu'elle se fonde avec les autres cartes qui pourraient l'accompagner. Alors il nous explique que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il espérait, qu'il faut parfois accepter que c'est souvent comme ça que ça marche en art, qu'on peut réussir quelque chose même si ça n'est pas ce qu'on souhaitait. Ensuite, la carte de la cohorte, donc là c'est le cercle social, les amis et la famille. L'Eric Mine nous indique que ce deck contient de nombreuses références aux jeux de rôle et aux romans de fantasy, mais que celle-ci est la plus flagrante. Il voulait que l'oracle sans fin possède une carte représentant son cercle social et qu'il serait amusant que cette carte représente un groupe d'aventuriers itinérants, parce que vous pouvez voir, moi j'aurais plutôt dit que c'était des sorciers, parce qu'il y a des chapeaux, mais bon, c'est des aventuriers itinérants. Et il a imaginé chaque membre de la cohorte comme un personnage qui pourrait être dans un jeu vidéo d'aventure fantastique, chacun avec sa propre histoire unique, mais qui travaille toujours comme un groupe unifié. Ensuite, on a le chalet dans les bois, donc là c'est la maison, le refuge. Il adore la polyvalence de cette carte, il l'imaginait comme une carte représentant principalement la maison, mais il apprécie sa capacité à se transformer lorsqu'elle est placée avec d'autres cartes du jeu. C'est amusant de créer quelque chose qui semblait très simple sur le moment, mais qui est devenu plus nuancé en la voyant entourée des gens et de villes, ou isolée au milieu des champs et des forêts. Lorsque les gens apparaissent près de cette carte, ils pouvaient imaginer leur vie selon leur lieu et leur mode de vie. C'est un détail très subtil, mais il a essayé de suggérer la présence d'un petit jardin au pied du cottage. Il voulait suggérer que si la maison peut et doit être un lieu de confort et de sécurité, son entretien exige un certain travail et une certaine minutie. Le carrefour, donc ça c'est la carte des options et des choix. Dans les légendes, les mythes et le folklore, le carrefour est un lieu chargé de symbolismes riches et variés. Dans le Lenormand, la carte du carrefour représente les décisions et l'hésitation, tout comme ici. Mais les carrefours sont aussi un lieu où le destin opère des changements radicaux et dans certaines légendes où les démons apparaissent aux voyageurs. Dans le bon contexte, cette carte pourrait même suggérer l'idée d'un marché ou d'un pacte avec le diable. On a la figurine sombre, donc là ce sont les secrets et la conspiration. Donc là on a l'impression que c'est une carte juste négative du premier abord, mais il s'agit plutôt d'un avertissement d'un danger potentiel ou de personnes qui ont des arrière-pensées.
qui peut dire que la silhouette sombre est toujours un ennemi? Il y a certainement des situations où il est aussi judicieux de rester sur ses gardes que de se cacher. Ensuite, il nous indique qu'il y a la présence d'algol dans le ciel sur cette carte qui met en lumière une nuance de la figure sombre qu'il apprécie particulièrement. Alors, je ne sais pas ce que c'est que Algol. Ça représente la tête de la Méduse dans la constellation de Persée. Ça doit être ça. Dans la mythologie grecque, Méduse est tuée par Persée afin de pouvoir utiliser sa tête comme une arme contre un ennemi puissant. Bien que l'on puisse débattre de la nature maléfique de Méduse ou même de sa nature ennemie, certains personnages de cette histoire la perçoivent comme un monstre à abattre. Elle est perçue comme une menace, une figure sombre à part entière, mais Persée comprend comment son pouvoir peut être utilisé et retourné contre des ennemis encore plus redoutables. L'un des messages de la figure sombre est que nous devons parfois user du secret et du silence comme d'outils, tout en nous méfiant à d'autres moments. Le diplomate, c'est l'équilibre et la négociation, comme son nom l'indique. Là, il fait référence avec cette petite balance à la carte de la justice du tarot. Il indique que c'est un bon point de départ pour analyser le diplomate, mais qu'il ne faut pas trop s'y attarder. Cette carte fait également référence à la pacification et à l'équilibre. Peut-être que dans certaines lectures, on pourrait même suggérer une personne qui manipule les autres, qui cherche à contrôler une situation pour le meilleur ou pour le pire. La lointaine ville fortifiée. Donc là, c'est la sécurité et le sentiment de protection. C'est l'une des toutes premières cartes qu'il a conceptualisées. Il voulait qu'elle évoque la force, mais aussi une certaine distance qui peut parfois accompagner ce sentiment que l'on éprouve lorsque l'on essaye d'établir des limites personnelles. Vous remarquerez qu'il n'y a ni fenêtre ni porte visible dans la ville. Pourtant, un chemin semble y mener. Cependant, dans certaines lectures, ce chemin peut sembler s'écarter et mener ailleurs. Je pense que ce chemin est un bon indicateur de l'accessibilité d'un lieu. Il est presque aussi important ici que la ville elle-même. Donc après le chat, on a la carte du chien. Donc là, c'est la connexion à la nature, la loyauté. Et lorsqu'il a commencé à travailler sur cette carte, il voulait que le chien soit principalement un indicateur de soutien et de loyauté, un peu comme la carte du chien dans le Lenormand. Et finalement, ça a pris une signification différente pour lui. Il pense toujours que les chiens symbolisent les amis fidèles ou les bienfaiteurs, mais cette carte peut en particulier évoquer la relation à la nature et notre côté plus sauvage. De nombreuses cartes de tarot comme la lune comportent un chien et un loup et ça l'a inspiré pour utiliser un motif similaire sur cette carte. Ensuite, la bague des fées. Là, c'est une carte d'illusion et de tromperie. Le folklore très varié entoure le peuple des fées. Cette carte est susceptible d'être interprétée différemment par de nombreux lecteurs. Dans certaines histoires, les fées sont des créatures terrifiantes, tandis que dans d'autres, elles sont dépeintes comme bienveillantes, voire serviables. On pense souvent que les cercles de fées sont des lieux où les fées ont dansé. Si un humain y pénètre, on pense qu'il sera enchanté d'y danser jusqu'à mourir d'épuisement ou tout perdre. Il peut trébucher après ce qui semble être quelques minutes pour finalement découvrir que des années se sont écoulées. Ce sont des lieux magiques et mystérieux qui, à tout le moins, suggèrent la présence et le pouvoir des fées. Cela peut avoir des significations différentes selon les personnes, surtout si l'on considère le rôle que joue le travail avec les fées dans les pratiques spirituelles de certains individus. Le héros déchu. Donc là, on est dans un sacrifice, une vérité douloureuse. Et alors, dans le ciel, vous pouvez voir Odin, qui est l'astéroïde qui est nommé d'après le dieu nordique Odin, qui a été accompagné de ses deux corbeaux, parce que dans la mythologie nordique, Odin a enduré un processus complexe et douloureux de sacrifice personnel. Et à l'issue de ce processus, il a acquis une nouvelle compréhension et un nouveau pouvoir et a provoqué un bouleversement cosmique dans le monde. Pour cette carte, il voulait la nommer douloureuse vérité ou sacrifice, mais il estime que c'est une carte indispensable dans un oracle et je suis entièrement d'accord avec lui parce que des oracles avec que des cartes positives, c'est pas intéressant.
La cartomancie nous aide à affronter les problèmes difficiles et nous empêche de nier certaines réalités difficiles. Il est tentant de nier cette notion de sacrifice nécessaire, ce jeu a donc besoin d'une carte qui nous en empêche. Mais tout n'est pas négatif, le sacrifice et l'acceptation de la vérité, même lorsqu'elle est difficile, apportent beaucoup de bienfaits. Il voulait que cette carte soit colorée, et c'est la raison pour laquelle il a représenté ce feuillage vert et ces fleurs rouges, pour atténuer sa sévérité et nous rappeler que la croissance peut venir du héros déchu. Il est intéressant de noter que ce sont les mêmes fleurs que l'on retrouve sur la carte du papillon qu'on verra tout à l'heure. Ah, oui. J'ai oublié. Le thème du héros déchu est courant dans les mythes et légendes, mais cette carte est largement inspirée par Odin qui s'est sacrifié pour acquérir une meilleure compréhension de l'univers et un pouvoir sur lui. Et elle lui rappelle un peu le roi Arthur qui finit par tomber au combat, se sacrifiant pour restaurer la paix dans son royaume en ruine. Ensuite, on poursuit avec la carte du Fan. Donc là, on est sur la jeunesse et la vulnérabilité. Dans le ciel, on voit un croissant de lune, la phase où la lune commence à peine à apparaître. Il symbolise des choses encore nouvelles pour nous et suggère que nous avons à la fois du potentiel et beaucoup à apprendre. Cette carte peut représenter un enfant ou le concept même d'enfant. Il pense que la vie nous place souvent dans la position d'enfant quel que soit notre âge et qu'il est important d'inclure dans ce jeu une carte qui nous permet d'identifier les prémices d'une nouvelle aventure. Les chants, donc là on est dans la culture et la récompense. Dans le ciel, donc c'est la pleine lune, un symbole d'abondance et d'achèvement. Cela nous dit qu'une fois que le travail est terminé, il y aura des récompenses à apprécier. C'est aussi un rappel d'aller jusqu'au bout. Il a longtemps hésité à choisir quoi placer dans le ciel ici. Il avait pensé à mettre Cérès sur cette carte, qui s'est finalement retrouvée sur la carte de l'arbre. Mais la pleine lune évoque vraiment l'idée d'un travail accompli, d'une récompense appréciée. La figure près du feu. Donc là, c'est la solitude et la retraite, ce qu'on voit bien sur cette figure. Dans le ciel, on voit la fumée des gaz qui s'échappent, qui nous indiquent que du carburant brûle, mais généralement pas sans raison. La fumée est parfois associée à des signaux que nous pourrions envoyer à d'autres personnes ou dans certaines cultures. C'est même un moyen d'envoyer des messages aux dieux. Et il a vu la figure près du feu comme une sorte de voyageur en route. Elle s'est cependant rapprochée de l'archétype de l'ermite plutôt que du fou, évoquant un sentiment de solitude voire d'isolement. Cette carte adopte des humeurs très différentes selon ce qui l'entoure. Dans certaines de ses lectures, la figure près du feu apparaît solitaire et contemplative, comme si elle se reposait pour acquérir la clarté et la perspicacité que l'on ne peut acquérir que lorsqu'on est seul avec ses pensées. Et dans d'autres associations, la figure apparaît solitaire et exclue. Elle semble ignorer les choses qui l'entourent ou tout simplement les ignorer. Le pêcheur, donc là on est dans les loisirs et les hobbies. Dans le ciel, on a un croissant de lune décroissant, le dernier fragment de lune qui subsiste lorsqu'il s'assombrit. Il peut représenter l'instant précédant une fin et indique souvent un moment de repos, d'abandon et d'introspection. Lorsqu'il a imaginé cette carte, il voulait faire une référence au roi pêcheur arthurien et il pensait créer une carte qui représenterait l'idée de récompense à gagner. Il imagine que le loisir peut parfois donner cette impression, mais cette carte a évolué au fil de sa création. Le pêcheur est devenu davantage synonyme de temps libre et d'oisiveté, mais aussi de détente et de plaisir. Je reviens. Les récits sur le roi pêcheur dans la légende arthurienne varient. Il s'agit généralement d'un roi blessé qui ne peut guère faire plus que pêcher, attendant qu'un noble chevalier vienne soigner ses blessures. Dans de nombreux récits, il est le gardien du Saint Graal et attend également l'arrivée de celui qui serait assez digne pour venir le réclamer. Je sais, c'est toujours long ce que je vous présente, mais si c'est juste pour vous présenter les cartes et vous donner les mots-clés, je ne vois pas l'intérêt de faire une vidéo. Il y a plein de vidéos qui vous présentent déjà les cartes, donc je continue. La forêt, c'est la carte de l'aventure et du non-conventionnalisme. Dans le ciel, on a une lune noire.
Il ne s'agit pas d'un phénomène physique réel, mais plutôt du moment où la Lune est la plus éloignée de la Terre. En astrologie, l'apogée de la Lune est associée à la façon dont nous nous libérons des normes sociales. Dans la mythologie chrétienne, Lilith était la première épouse d'Adam. Refusant d'assumer le rôle qui lui avait été assigné, elle quitta le paradis et s'aventura dans l'inconnu. Il y a des forêts partout dans l'oracle sans fin, ça je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, il a représenté toutes les végétations pour qu'on puisse les associer. Juste 2 secondes. Je suis de retour. Donc, il voulait que le décor général de ce jeu évoque un conte de fées ou un mythe ancien. De nombreuses histoires se déroulent dans des forêts étranges et magiques. Pourtant, la forêt elle-même est le sujet même de cette carte. Il a eu du mal à trouver le moyen de représenter Lilith, la lune noire, sur cette carte. Il avait initialement placé une ombre du symbole astrologique de la lune noire au sol, mais cette ombre s'est retrouvée exactement à l'endroit où il voulait placer le texte sur la carte. Donc elle a été masquée et elle est toujours là. Il ne l'a pas supprimée, mais il a placé le texte par-dessus. Et le croissant noir dans le ciel n'est pas une manière traditionnelle de représenter la lune noire Lilith, mais il pense qu'il pourrait au moins donner une petite idée de ce qu'elle est. Les nuages qui se rassemblent. Donc là, c'est une accumulation et une pression. Dans le ciel, les nuages annoncent des tempêtes imminentes, des tensions, voire un danger imminent. On parle souvent du calme avant la tempête, mais un calme notable suit généralement les tempêtes. Il était important pour lui d'intituler cette carte « Rassemblement », parce que cet adjectif indique clairement que cette carte signale une accumulation. Il permet également de le distinguer de la carte du Lenormand, les nuages. Si de nombreuses cartes de l'oracle sans fin s'inspirent du tarot et du Lenormand, celle-ci n'a pas été créée dans ce but. La carte du Lenormand nuage est bien différente, elle représente la confusion et l'illusion, tandis que les nuages qui se rassemblent indiquent une pression et une tension planant au-dessus de nos têtes, bien qu'en réalité ces sentiments puissent parfois s'accompagner d'un sentiment de confusion. La carte des géants, donc là on est dans la merveille et la grandeur. Dans le ciel, on voit Neptune, associée à l'étrange, à l'imaginaire et à la couleur violette. Neptune est peut-être la planète la plus étroitement liée à notre sens de l'émerveillement. Elle est associée à la confusion, aux illusions et aux rêves. Et il a créé cette carte, mais il n'arrivait pas à imaginer à quoi elle ressemblerait réellement. Il imaginait les géants comme d'anciens dieux mystérieux. Il voulait initialement les faire ressembler à d'énormes monstres Lovecraftiens, mais il a décidé qu'il valait mieux qu'ils ne paraissent pas trop menaçants. Il se marie de manière très intéressante avec des cartes comme la déesse ou les sorcières qui ont une dimension spirituelle. Si l'oracle sans fin était un monde, il pense qu'il n'y aurait pas encore quelqu'un qui sache exactement ce que sont les géants ou d'où ils viennent. Dans la plupart des lectures, ils semblent simplement déambuler dans les montagnes lointaines au cours de leur mystérieux voyage. Mais parfois, nous n'avons pas besoin de comprendre, mais simplement d'accepter. On a ensuite la carte de la déesse. La déesse, c'est l'une des premières cartes qu'il a jugées indispensables au jeu. Dans certaines situations, elle peut ressembler à la grande prêtresse du tarot. Dans d'autres, elle peut ressembler davantage au hiérophante. 2 cartes de tarot entre lesquelles, avant de créer celle-ci, il n'avait pas vraiment vu de similitude. La déesse représente le divin ainsi que les pratiques et institutions spirituelles ou religieuses. Il voulait montrer que cette déesse a des fidèles et a donc représenté sa statue avec des adorateurs à ses pieds. Les êtres ailés semblables à des anges représentés sur cette carte apparaissent également dans la procession. De temps à autre, en travaillant sur ce jeu, il imaginait le monde qu'il créait. Dans son imagination, ces figures ailées avaient un lien avec la déesse. La déesse porte une épée et un globe, symbole que chacun pouvait facilement interpréter. Il ne les a pas placés là pour représenter des concepts précis. Il laisse alors ce qu'il appelle spectateurs, mais en l'occurrence aux détenteurs du jeu, d'interpréter ces symboles en fonction du contexte de la carte. Le cimetière, donc là on est sur une carte de perte et de fin. Dans le ciel, on a le scorpion
Alors ne me demandez pas où il est, ça doit être toutes les représentations là. Le scorpion, signe du zodiaque le plus étroitement lié à la mort. Le scorpion est également lié aux notions de destruction et de reconstruction. Le symbole le plus visible sur la pierre tombale de cette carte est une rose Tudor. Les tarologues la reconnaîtront probablement grâce à la célèbre carte de la mort illustrée par Pamela Colman Smith. La carte du cimetière représente beaucoup à la mort et peut représenter des fins, mais il voulait aussi qu'elle nous rappelle le passé et la nécessité d'aller de l'avant. Le cimetière est le lieu où on se repose, on peut s'y arrêter et y faire son deuil de temps en temps, mais il est important de ne pas y rester trop longtemps. La structure lointaine qui se profile au fond du cimetière est censée représenter les ruines d'une chapelle ou d'un temple. Elle symbolise à la fois les aspects religieux et spirituels de la mort, mais aussi le passage du temps. Il est important de se rappeler que le cimetière évoque des choses qui se terminent et qui ont été perdues. C'est toujours une carte du passé. Le guérisseur, donc là c'est guérison, paix. Dans le ciel, on voit Chiron, une comète nommée d'après le guérisseur blessé, un centaure altruiste à la fois fort et doux. En astrologie, elle représente nos blessures profondes et les voies de guérison possibles. À l'origine, cette carte devait s'inspirer du personnage mythologique grec Ariane qui est aisé à tuer son demi-frère le Minotaure. La carte devait s'appeler la princesse et le personnage devait tenir une épée et une pelote de fil. La princesse symbolisait l'altruisme et la compassion envers autrui. Après tout, l'histoire d'Ariane est celle de la priorité accordée aux besoins des autres. En travaillant sur ce jeu, sa vision des cartes a évolué. Avant tout, il a décidé de ne pas les associer à un genre explicite. Donc il a donc repris par la guérisseuse qui conserve certaines de ses qualités d'altruisme et il indique également que cette figurine s'inspire vaguement d'un mage blanc de classe guérisseur d'une série de jeux vidéo qu'il apprécie. Et il s'agit également d'une carte maîtresse pour les tirages particuliers. Alors, ensuite on passe au héros, qui est une carte d'annonce et d'arrivée. Alors je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était, donc je suis allée me renseigner. Et donc on vous explique que le signe de cette carte est entouré d'iris, qu'il y a un arc-en-ciel qui brille derrière lui et que c'est les symboles de la déesse messagère grecque Iris. Sur sa bannière figure le symbole de l'autre messager des dieux, le caducée d'Hermès. Les messages sont d'une importance capitale lorsque cette carte est tirée. Dans le ciel, donc, on a un arc-en-ciel qui est symbole d'espoir, de fierté et de paix. C'est un rappel de changement. Et bien qu'il soit facile de déduire une sorte de signification du fait que dans ce deck, le héros est représenté par un signe, des signes barrissants ou peut-être des champs de signes, la décision d'en faire un signe était un peu un coup de tête. Il avait dessiné beaucoup de personnages et en avait assez de cette répétition. Peut-être que son subconscient était à l'œuvre, mais il a décidé que ce serait amusant si le héros était un signe. L'oracle sans fin est censé être un conte de fées ou une légende, et il lui semblait donc pas si étrange de rendre cette carte un peu plus fantastique. Et il précise également qu'il n'avait jamais dessiné d'arc-en-ciel dans un ciel nocturne, que c'est plutôt rare, donc il était difficile de trouver des images de référence pour ce à quoi ça pouvait se ressembler, mais moi je trouve qu'il est assez réussi cet arc-en-ciel, comme tout le jeu d'ailleurs. Le chevalier, montrer l'exemple, agir. Donc dans le ciel, on a le signe du bélier qui est associé aux personnes fougueuses et passionnées. Le chevalier est l'une des cartes qu'il a créées avec l'intention qu'elle puisse également être utilisée comme un signifiant. Cette carte inspirera de nombreux tarologues à réfléchir aux cartes du cavalier et des arcanes mineurs. Il existe assurément une certaine parenté entre tous les cavaliers, je pense. Ce cavalier possède une énergie et une motivation considérable comme ses homologues du tarot. Le phare, la direction, les objectifs. Donc dans l'obscurité de la nuit, le phare brille comme un phare à suivre. Il représente le sens de l'orientation et ce qui brille. Dans le ciel, on a Polaris, l'étoile polaire qui est connue pour son utilité comme point de repère, constant pour les voyageurs en territoire inconnu. Et il a ajouté une mer lointaine qui était un défi particulier sur cette carte, qui était la première parmi celles qu'il a illustrées à inclure une ligne d'horizon clairement visible.
Il trouvait ça amusant quand ces cartes se retrouvent ensemble dans les tirages. La foudre frappe, donc ça c'est une carte de surprise. Comme un coup de tonnerre, il a représenté Uranus, parfois appelée l'éveil. Uranus est la planète de la surprise et de l'inattendu. Elle est associée au changement et à l'inspiration qui accompagne souvent les révélations soudaines, ainsi qu'à la couleur bleue. Il a eu l'impression que la foudre n'avait pas de nuages visibles comme source, mais finalement cette carte a été l'une des plus faciles à créer. Il est rare qu'un artiste produise une œuvre qui corresponde à sa vision. Il a souvent l'impression de ne pas créer exactement ce qu'il voulait, mais sur cette carte, la foudre a exactement été représentée comme il voulait qu'elle soit représentée. Elle fait référence à la tour du tarot, bien qu'il n'y ait pas de tour. La tour représente le chaos, le bouleversement et la destruction. Et il voulait une carte qui incarne cette qualité de choc et de surprise sans forcément représenter une tour. Donc il a représenté un éclair qui frappe. Le marchand, donc ça c'est une carte de ressources et de revenus. Ça représente, alors dans le ciel on a Mercure, une planète dont la racine est similaire à celle du mot marchand. Elle doit son nom au dieu protecteur des marchands et des voleurs. Et dans certaines légendes et traditions populaires, de mystérieux marchands apparaissent dans des endroits étranges et vendent précisément de ce dont vous avez besoin. Que vous le cherchiez ou non, cette carte était censée représenter le marchand à l'apparence étrange et mystique. À l'origine, il voulait dessiner avec une tête d'animal, mais finalement, ça lui paraissait un peu trop étrange. Donc, l'idée que quelqu'un possède exactement ce dont vous avez besoin lui a rappelé le magicien du tarot et c'est la raison pour laquelle il l'a il a mis ce pentacle sur le marchand, il a mis une baguette, il a mis une coupe et il a mis des épées, objets étranges et mystiques pour rappeler le magicien. La piscine miroir, donc là c'est perspective et introspection. Dans le ciel, on a les nuages de Magellan, des galaxies lointaines, un spectacle familier dans l'hémisphère sud. Elles semblent presque entrelacées et se refléter l'une dans l'autre. Cette carte a été l'une des dernières cartes à être créée. Il a conceptualisé cette idée vers la fin de la création du jeu. Il voulait une carte représentant l'introspection. Et après avoir réalisé, alors que le jeu était presque terminé, que ces concepts ne semblaient pas encore suffisamment intégrés, donc il a créé un bassin d'eau qui réfléchissant, qui semblait être un symbole approprié. Il avait d'abord pensé à les entourer de narcisses, puisque l'histoire de Narcisse en parle, mais ça lui semblait pas mettre trop l'accent sur l'égoïsme plutôt que sur l'introspection. Donc il a opté pour un cerf, principalement pour qu'il y ait quelque chose qui s'abreuve à l'eau et qui la fasse onduler. Les cerfs sont cependant souvent symbole de maturité et de conscience spirituelle. La montagne, donc là on est dans la montée et dans l'ascension. Dans le ciel on voit Saturne, qui est souvent associé au temps et à l'engagement. Il y a beaucoup de montagnes ici et à travers les illustrations de l'oracle sans fin, il voulait que celles-ci se fondent parmi elles tout en se démarquant comme la plus haute et la plus majestueuse d'entre elles. C'est la seule montagne du jeu si haute qu'elle est couverte de sommets enneigés. Il aime le chemin sur cette carte autant que les montagnes. Dans la mythologie grecque, les dieux de l'Olympe résident au sommet de l'une des plus hautes montagnes. Sisyphe est également puni par les dieux. Il doit porter un lourd rocher jusqu'au sommet de la montagne, mais celui-ci lui retombe dessus et roule à nouveau en bas, encore et encore. Et dans le conte populaire japonais, le conteur du coupeur de bambou, un empereur accablé de chagrin doit grimper au sommet du mont Fuji afin de délivrer un message et un élixir d'immortalité à sa bien-aimée qui a voyagé dans un royaume sur la lune comme un moyen d'essayer de surmonter son cœur brisé. Ensuite, la carte du mystique. Donc on est dans la sagesse, l'érudition. Dans le ciel, on voit Vénus. Non, je raconte n'importe quoi, on voit Vesta,
un astéroïde nommé d'après la déesse du foyer. En astrologie, il est associé à notre étincelle intérieure. Le mystique est l'une des 5 cartes qui est une carte significatrice avec le barde, le diplomate, le guérisseur et le chevalier. La plupart des gens supposent que le mystique en question est la figure debout, tenant le bâton et la lanterne. Mais il faut aussi envisager le fait que les figures assises puissent aussi avoir chacune leur propre mystique. Ça représente la sagesse et l'érudition et fait allusion à l'idée que nous ne cessons jamais d'apprendre. Si la figure debout ressemble davantage à un professeur, les figures assises à des étudiants, l'énergie du mystique est incarnée par le groupe dans son ensemble. L'observatoire, donc c'est une carte d'observation et d'étude. Dans le ciel, on voit la ligne gibbeuse croissante lorsque la lune est presque pleine. Elle symbolise les dernières étapes d'un voyage. Elle nous encourage à garder les yeux fixés sur l'objectif. Dans un jeu où le ciel contient notamment des corps célestes qui peuvent être pris en compte pour vérifier, pour mieux comprendre le sens de lecture, il pense que le concept d'observatoire devient encore plus intéressant. Ça lui est venu à l'esprit après avoir terminé l'illustration de cette carte. Il peut-être même avant de décider d'inclure les planètes et les constellations dans le ciel, il savait que l'observatoire figurerait dans ce jeu parce que ça représente l'observation et l'étude, étant donné que le cosmos joue un rôle sur chaque carte dans ce jeu. Ensuite, la carte de ceux qui sont venus avant. Donc c'est l'ascendance et l'héritage. Dans le ciel, on voit des aurores boréales. De nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord associent les aurores boréales aux esprits des morts. Le mot aurore vient de la déesse grecque de l'aube, également associée au renouveau et à l'avenir. À l'origine, il avait envisagé d'inclure 2 cartes, la mère et le père, dans le jeu, mais il voulait éviter d'accentuer les genres chez les ancêtres et ça ne représentait pas assez les cartes d'héritage pour lui. Donc il a juste décidé de l'appeler ceux qui sont venus avant pour représenter une sorte de mémorial pour parler des prédécesseurs. Et il y a quelques personnages au premier plan qui, selon lui, devaient être inclus, un adulte, un enfant et une personne âgée. La paire, donc là ce sont les partenariats et les relations intimes. Dans le ciel, on a Vénus, qui est la déesse de l'amour et symbolisée par la couleur verte. Il voulait que cette carte ne ressemble pas à la carte de l'amoureux du tarot. Il voulait qu'elle ne ressemble pas à la carte de l'amoureux du tarot et il n'est pas certain que ce soit une réussite parce que le couple pourrait quand même représenter la carte des amants, mais il voulait qu'il soit clair que ces 2 personnages pourraient partager n'importe quelle relation intime. Cela dit, Vénus semblait être la planète idéale à placer dans le ciel et les lys et les fruits de cette carte peuvent évoquer un sentiment de romantisme. Il voulait une carte tendre et aimante. Le palais, donc là on est dans l'autorité et le luxe. Dans le ciel, on voit le soleil, qui est symbole de joie et de réussite, qui peut aussi représenter le pouvoir et l'autorité, voire l'ego. Intégrer le soleil dans une série d'œuvres incluant tout un ciel nocturne est un travail délicat. Il fallait donc le placer à l'horizon, ce qui signifie qu'il se lève ou qu'il se couche. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais il a peur que certains ne l'interprètent ainsi. On voit souvent les châteaux comme des signes d'autorité, de pouvoir du fort sur le faible. Bien que cette carte puisse apparaître ainsi dans certaines lectures, il pense aussi qu'elle peut être signe de réussite, de confort et de luxe. Il souhaitait que l'oracle sans fin ressemble à la fantaisie médiévale européenne et il lui semblait important d'inclure au moins un château. La grenade, donc là on est dans le désir et la tentation. Dans le ciel, il y a Eros, qui est un petit astéroïde
à la forme étrange qui a été nommée d'après le dieu associé à l'amour et à la luxure. Les grenades sont le symbole qui apparaît dans certains des mythes notables du monde occidental, le fruit défendu du jardin d'Éden qui tente Adam et Ève et condamne l'humanité tout entière est souvent représenté par une grenade. Dans un mythe grec, la déesse Perséphone est également tentée par une grenade. Après avoir été enlevée aux enfers, Perséphone y mange 7 graines de grenade. Ayant mangé la nourriture de la cour d'Hadès, elle en devient liée à jamais et doit y vivre 7 mois de chaque année. Les grenades sont très souvent associées à la tentation et au désir, mais également un sentiment de fertilité. Ah, j'ai presque plus de voix et j'ai soif. Alors, la procession, c'est la carte de la cérémonie et du rassemblement. Dans le ciel, il y a une éclipse lunaire qui est souvent représentée par une lune de sang rouge. C'est une période de transition. Près du cimetière, par exemple, si vous tirez la carte du cimetière, cette procession peut indiquer des funérailles ou une cérémonie du deuil. Ou près du couple, elle peut suggérer un mariage. La figure ailée à l'avant de la procession. Ah, c'est celle-là. Ressemble à celle de la carte de la déesse. Il voulait souligner que si la procession évoque la communauté et l'union, elle est aussi une carte de cérémonie et de rituel qui peut impliquer une pratique spirituelle. Les fêtes, donc célébration et joie. Dans le ciel, il y a des feux d'artifice qui sont aujourd'hui une façon populaire de célébrer les occasions spéciales et les fêtes. Les premiers feux d'artifice sont originaires de Chine et servaient principalement à effrayer les esprits malveillants. Pendant un certain temps, ils voulaient nommer cette carte la frénésie pour les festivités qui ont le potentiel d'être chaotiques et mal avisées. Mais cette carte il voulait principalement suggérer des réjouissances. Voilà, un moment agréable. Donc, il ne voulait pas orienter l'interprétation. Donc, il a décidé de remplir au premier plan les cartes de vigne, symbole du dieu Bacchus, là. Et le dieu du vin avait la réputation de pousser ses ennemis et ses propres disciples vers une frénésie démente, provoquant parfois une extase incontrôlable. Alors, cette carte, aussi heureuse soit-elle, devrait également être un avertissement de ne pas se laisser aller dans les plaisirs et les réjouissances. Là, on a la carte, ça c'est l'une de mes cartes préférées, là, je ne sais pas pourquoi, la carte de la faille, la carte de la division et de la séparation. Donc, dans le ciel, on a Procyon, qui est une étoile jaune fixe de la constellation du petit chien. Elle est associée aux personnes querelleuses, colériques et combatives. À l'origine, cette carte n'était pas prévue dans le deck de base parce qu'il pensait que c'était déjà le cas des cartes du pont et de la cité fortifiée. Mais finalement, le pont semble représenter les liens avec les choses alors que la faille nous indique explicitement que les choses sont déconnectées. Il a voulu donner l'impression qu'il y a vraiment une coupure entre les deux. Et lorsqu'elle apparaît aux côtés des cartes comme la cascade ou du pont, eh bien on voit dans la faille une sorte de canyon et la cascade suggère l'érosion et la patience. La carte des navires, donc les longs voyages. Dans le ciel, on voit Sagittaire. Alors, là encore, je pense que c'est ça la constellation, mais... signe associé à la flexibilité, à la capacité d'adaptation, il représente un archer et nous rappelle de suivre l'aventure. Il voulait représenter une carte qui représente les grands voyages physiquement et métaphoriquement. Les portails impliquent un voyage instantané, se concentrent sur la destination plutôt que sur le voyage lui-même, et la machine volante semblait... Je vois... La machine volante ? Bon, semblait un peu trop avancé technologiquement pour le monde qui se construisait au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle il a décidé de représenter des bateaux pour représenter l'Odyssée, Jason et les Argonautes, Simbad. Il y a 3 navires sur cette carte pour faire référence aux 3 de bâtons du tarot. Voilà. La carte de l'épée, donc là on est dans les objectifs, dans les outils, dans les armes.
Dans le ciel, on a le premier quartier de lune, la demi-lune qui apparaît lorsque la lune croît de l'obscurité à la pleine lune pour justifier d'une progression vers des objectifs. Beaucoup de gens pensent probablement que l'épée est dans la pierre du roi Arthur en voyant cette carte. Cette carte s'inspire certes de l'épée légendaire d'Arthur, mais aussi des armes magistrales et fatales d'autres mythes et légendes, la chasse de Beowulf, qui l'aida à tuer la mère de Grendel, l'épée de Freyr, capable de combattre seul sans manieur, fut finalement échangée pour que Freyr puisse épouser la femme qu'il aimait. Même l'épée de légende de Link, destinée à le retrouver à chaque vie afin que les ténèbres et le mal soient scellés pour une génération. Donc cette épée, eh bien, c'est une possibilité d'agir et de partir au combat, mais c'est à vous de décider de quelle épée il s'agit. L'arbre, donc là on est dans la santé et le bien-être. Dans le ciel, on voit Cérès, la planète naine nommée d'après la déesse de la culture, de l'éducation et de la maternité. Elle est associée aux récoltes. La plupart, comme vous le savez, la plupart des cartes représentent un symbolisme et une fantaisie, une carte fantastique. Là, il sentait que l'arbre avait besoin d'un peu plus, donc il a décidé de dessiner un Shimenava enroulé autour de son... Ah non, un Shimenava, c'est ça, c'est pas là. Entouré autour de son tronc. Les Shimenavas sont des cordes de paille que l'on trouve dans les temples shintoïstes au Japon ou que l'on noue autour des rochers et des arbres. Elles indiquent les endroits privilégiés par les esprits et les dieux pour représenter leur caractère sacré. La licorne, donc là c'est les cadeaux improbables et la bonne fortune. Dans le ciel, on voit Jupiter, la planète associée à la richesse, au miracle et à l'abondance. Pour certaines personnes, eh bien, cette carte peut avoir un large éventail de significations. Les licornes sont un symbole ancien, utilisé de multiples façons au fil des siècles. Elles sont associées à la mythologie chrétienne comme symbole de pouvoir. La partie du folklore entourant les licornes est considérée comme problématique à l'époque moderne, car elles sont étroitement liées aux jeunes filles, à la pureté, à l'innocence et à la virginité. Et on dit qu'elles ne s'adressent qu'aux femmes vierges, pures et chastes. Bon, indépendamment de ça, les licornes sont toujours considérées comme des êtres rares, associés au pouvoir et à la magie. Et cette œuvre a été inspirée par le film d'animation La Dernière Licorne de 1982. Ensuite, la friche. Donc là, on est dans la défaite. Et dans le ciel, on a Pluton qui a toujours une couleur rouge foncé, presque noire, qui représente parfois la mort et la destruction. L'un des défis de cette carte était de créer une scène très différente des autres cartes du Drake, qui étaient principalement constituées de forêts. Là, on a une terre désolée qui se démarque nettement. Elle apparaît comme un avertissement que le bien-être est menacé et qu'elle représente les conséquences d'une terrible dévastation. Elle indique un changement radical et un changement de ton. Il voulait que l'illustration reflète cela en représentant la terre désolée comme aride et flétrie. La carte, alors ça aussi c'est une de mes, avec la carte de la faille, j'aime beaucoup la carte de la cascade. Cohérence et persévérance. Dans le ciel, on a la constellation du Capricorne qui est associée au pragmatisme et à l'ambition. Cette carte est devenue l'une de ses préférées. Ah bah lui, à lui aussi. L'idée lui est venue alors qu'il avait déjà commencé à travailler sur l'illustration, mais il voulait saisir l'inspiration. À chaque fois qu'il terminait une nouvelle œuvre, il la plaçait à côté des autres déjà terminées pour voir comment elles s'harmonisaient. Et chaque fois, qu'il plaçait une autre œuvre à côté de celle-ci, ça lui inspirait la patience et la constance. Il adore la façon dont l'échelle de cette carte peut sembler changer en fonction des autres cartes à proximité. Et l'eau, pour lui, a le don de remodeler le paysage qui l'entoure, et même un minuscule filet d'eau peut provoquer des changements radicaux sur de longues périodes. Ensuite, la carte des tisseurs. Donc là, c'est la carte du destin. Dans le ciel, on a Urda, Verandi et Scud, 3 astéroïdes nommés d'après les Nornes. Ces géantes nordiques jouent un rôle similaire
au parc grec. Bien que peu utilisés en astrologie, les Nornes sont associés au passé, au présent et au futur. Les parcs grecs sont des tisserandes réputées et on les associe aux toiles d'araignée. La comparaison était intéressante si l'on considère les toiles d'araignée comme un travail nécessaire pour les araignées qui les tissent comme un piège mortel pour leur proie. Donc voilà, pour lui, cette carte représente un objet minuscule alors qu'il s'agit souvent de l'un des plus grands objets visibles dans le tirage qui l'entoure, même si les choses apparemment anodines peuvent s'avérer extrêmement pertinentes par la suite. Le puits, les souhaits, l'espoir. Donc dans le ciel, on a une étoile filante qui, comme les puits à souhait, est un symbole d'optimisme et d'espoir. Les réactions initiales des lecteurs face à cette carte peuvent varier. Pour certains, les puits peuvent paraître sombres, profonds et menaçants. Pour d'autres, ce sont des lieux propices aux vœux. Il avait envisagé de nommer cette carte le puits à souhait pour renforcer son message d'optimisme et d'espoir, mais il a décidé de la nommer la carte du puits, tout simplement. Et il nous indique également que les pissenlits au premier plan sont un symbole de réalisation des vœux qui renforce le fait que par-dessus tout, cette carte nous encourage à être optimistes. La carte des sorcières, donc activation, puissance intérieure. Dans le ciel, on a la constellation de la Vierge. Ce signe astrologique est parfois associé à des processus méticuleux et à des routines soigneusement élaborées. Il trouve cette carte très polyvalente parce qu'elle peut s'interpréter de différentes manières et il a voulu représenter la magie sous toutes ses formes avec ses personnages et avec ce feu qui justifie un regain d'énergie. Et on termine, enfin je sais pas, je suis désolée que la vidéo dure longtemps, mais si je veux vous les présenter vraiment, et cet auteur a vraiment fait beaucoup de... ses livrets sont vraiment bien faits et je trouve que c'est pour lui rendre honneur de présenter vraiment les cartes avec les explications qu'il vous donne. Donc là on est à la carte du zénith de l'apothéose. Dans le ciel, le zénith est le point le plus élevé directement au-dessus d'un lieu précis et il ne voulait pas que les cartes aient un ordre particulier, c'est pour ça qu'il ne les avait pas numérotées, mais il n'a pas pu résister à l'envie de créer une carte zénith pour compléter la liste parce que c'est pas une fin, c'est un point culminant, c'est un lieu propice au retour des longs voyages accomplis et au regard tourné vers l'avenir. Voilà pour cette présentation. Je vous propose comme d'habitude de vous faire un petit tirage. Donc je vais préparer les cartes et je vous présente ça tout de suite. Bon alors pour le tirage, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de tirages qui sont proposés. Bon, il y a le tirage du panorama quand vous avez une question plutôt d'introspection à faire. Il y a la propagation de l'aventurier. Avec c'est quand même un tirage en 8 cartes c'est aussi un tirage d'introspection avec ce qui vous incite à entreprendre un voyage, de quelle force vous disposez, à quel obstacle intérieur vous devez faire face. Après, il y a des tirages avec des significateurs. Donc là, vous pouvez faire le tirage du carrefour. Donc vous sortez la carte du carrefour comme significateur pour voir dans quelle impasse vous êtes actuellement. Si vous suivez la carte de gauche, ce que vous pouvez faire et ce que ça va donner, et pareil si vous suivez la carte de droite. Ensuite il y a le tirage du pont pour connaître les liens entre deux choses. Alors là aussi c'est plutôt d'introspection. Après il y a la carte du thème naturel. Donc là selon votre signe astrologique, il faut sortir une carte et il faut en tirer d'autres de précision. Et je pense que pour un tirage général, tout ça m'a l'air un peu compliqué. Donc on va faire simple. Alors je pourrais aussi vous faire un passé, présent, futur.
Maintenant, je pense qu'on va l'utiliser en utilisation de tirage d'une carte avec un conseil. Ou est-ce que je l'utilise en tirage de 3 cartes? Écoutez, on va faire un tirage 3 cartes avec ce que vous devez faire dans une situation, ce que vous ne devez pas faire et le conseil général. Donc vous réfléchissez à une situation et dans laquelle vous vous posez une question et on va tirer 3 cartes. Donc voilà ce qu'on doit faire. Celle-là elle était retournée. Ce qu'on ne doit pas faire et le conseil général. Alors, donc on va les mettre l'une à côté de l'autre quand même en panorama. Alors, après je ne vais pas forcément reprendre toutes les significations de l'auteur. Là, on est dans la carte des tisseurs, donc c'était une carte de destin qui nous dit que eh bien, il ne faut pas forcément lutter contre son destin, qu'il y a des choses dans la vie qui doivent arriver, mais dans l'idée de tisser sa toile, on a quand même une idée de patience. Donc dans cette situation, je ne sais pas la question que vous vous êtes posée, mais dans cette situation, on a quand même l'impression qu'il faudra encore faire preuve d'un peu de patience, qu'on ne va pas pouvoir lutter contre ce qui doit arriver, mais qu'il va falloir encore faire preuve d'un peu de patience. Ce qu'on ne doit pas faire, donc là c'est la carte de l'arche, c'est la première carte du jeu qui nous indique qu'on doit se lancer, qu'on doit passer par cette arche. Là je pense que ce qu'on ne doit pas faire, c'est tout de suite se lancer sans avoir réfléchi. On ne sait pas trop où mène ce chemin et il ne faut pas y aller tout de suite et se lancer sans réflexion préalable et sans avoir un peu tissé sa toile. Et après le conseil général, c'est assez cohérent avec ce qui est indiqué là, de prendre patience, de faire preuve de patience, de ne pas se lancer à l'aveuglette. Et le conseil général, c'est d'observer la situation, peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette situation pour bien jauger les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Donc, selon la question que vous avez posée, eh bien, on vous conseille de ne pas vous lancer directement bille en tête dans ce projet, de poser les choses et de réfléchir un peu plus à cette situation. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt.